j'ai eu le plaisir de travailler avec le docteur Ariel Henry et aussi le docteur Alix Elie pour réveiller, ou réanimer ou ressusciter, comme vous voulez, cette fondation-là. J'ai aussi le plaisir de vous présenter mon collègue qui va aussi présenter sa partie de notre présentation dans une demi-heure plus ou moins. Le docteur Ben Touré, qui est assistant professeur d'anesthésiologie au système hospitalier Mount Sinai de New York, où il sous-spécialise en neuroanesthésie pour les patients neurochirurgicaux. Né en Guinée, en Afrique de l'Ouest, le docteur Touré a grandi partiellement en Guinée et partiellement en Sierra Leone avant d'immigrer aux États-Unis. Il a complété ses études universitaires à Philadelphie avant de suivre sa formation médicale à la faculté de médecine Icahn de Mount Sinai et sa résidence en anesthésiologie à la même institution ainsi qu'au centre médical Downstate de l'Université de l'État de New York. Il a travaillé à Brooklyn et à New Jersey avant de retourner à Mount Sinai en tant que médecin anesthésiste pendant les derniers 5 ans. Donc, tout à l'heure, vous allez l'écouter et l'entendre. Alors, COVID-19 est le bloc opératoire perspective de l'épicentre. Je vais commencer par une révision des messages clés de cette présentation. Message 1, les services chirurgicaux ont été gravement touchés par la COVID-19. 2, on a dû mettre en place des mesures et des protocoles particuliers pour protéger le personnel du bloc opératoire. 3, ces mesures et protocoles ont évolué au fur et à mesure qu'on a appris plus sur le virus, son infectivité, son épidémiologie. 4, la baisse de nouveaux cas nous a permis d'effectuer plus d'interventions chirurgicales électives. Et 5, nos protocoles actuels protègent bien le staff anesthésique et chirurgical contre le virus. 6, l'adaptation de ces protocoles au contexte haïtien dépendra des ressources humaines, financières, matérielles, techniques et infrastructurelles des hôpitaux haïtiens dont il est question, ainsi que l'adaptabilité des systèmes qui sont déjà en place. Comme vous le savez bien peut-être, à un moment donné, New York a été, comme on l'a dit dans les nouvelles, le soi-disant épicentre de cette épidémie. Maintenant, le virus je ne dirais pas que le virus a quitté New York, mais vous allez voir que les tendances ont changé. Maintenant, d'autres villes et d'autres États des États-Unis font face à cette épidémie et cette pandémie. Quelques données. Vous voyez ici que on dit que le 11 mars, on a confirmé le premier cas de COVID-19. Et on voit ici les mois de mars, avril, mai, juin et juillet. Donc, débutant en mars, on a vu ce pic jusqu'à plus de 6 000 cas par jour le mois d'avril. Et en mi-avril, allant au mois de mai, on a vu une baisse jusqu'à nos jours où on a très, très peu de cas chaque jour. Donc, on a fait notre expérience. Nous avons beaucoup appris. Et maintenant, on fait face à encore des cas à New York, mais très peu de cas. Voilà les hospitalisations, les mortalités. En bleu foncé, on a les mortalités confirmées par jour du mois de mars jusqu'au mois d'août. Et en bleu clair, c'est plus une estimation, le nombre probable de mortalité. Donc, jusqu'à 700 et aux 800 par jour pendant le mois d'avril et le mois de mai, jusqu'à moins de 100 morts par jour. Maintenant, on constate les tranches d'âge. Donc, les plus âgés ont été le plus touchés. Parmi les cas confirmés en bleu foncé, on a eu plus de 9 232 cas âgés de plus de 75 ans et encore presque 2 500 cas probables dans cette tranche d'âge. De l'âge 65 à 74, c'est de moins en moins
aux patients en bas âge qui n'ont pas eu beaucoup de cas relativement à tous nos cas. Ici, on voit la ville de New York qui compte 5 arrondissements. Donc, on a ici l'arrondissement de Manhattan, on a Staten Island ici, vers le sud-ouest, Brooklyn, ici, vers l'est de Manhattan, et encore vers l'ouest, à l'est, Queens et le Bronx. Et ce qu'on peut constater ici, en regardant de quartier en quartier, c'est que les cas ont été repartis de manière inégale. Donc, les villes les plus foncées, les quartiers les plus foncés sont les quartiers où on trouve le plus de gens noirs, les minorités raciales, les gens défavorisés, les gens qui gagnent moins d'argent, qui font face à plus de problèmes de santé. Donc, la pandémie a accentué les inégalités qu'on avait déjà dans la ville de New York. Et donc, ces données font la preuve que même si la COVID-19 nous a apporté pas mal de problèmes, elle a aussi accentué des problèmes auxquels nous faisons déjà face. Et encore plus de données. Bon, là, c'est juste pour vous donner une idée de ce que vous savez peut-être déjà. On a fait face à une catastrophe inimaginable ici à la ville de New York qui a tout changé. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous notre expérience d'un point de vue chirurgical et anesthésique. À la fin de cette conversation, j'aimerais que vous reteniez au moins quelques liens. J'aimerais partager avec tout le monde, si possible, si les organisateurs peuvent nous aider à diffuser cette présentation. Vous aurez entre vos mains une copie de nos protocoles, les protocoles que nous utilisons ici à notre hôpital. Beaucoup de ces protocoles ont été influencés par les recommandations de l'American College of Surgeons. Donc, vous pouvez déjà aller à ce lien pour voir ce qu'ils ont recommandé à tous les hôpitaux des États-Unis et tous les services chirurgicaux des États-Unis. Et voilà un autre lien que vous allez trouver dans cette présentation. Maintenant, on va réviser ligne par ligne les protocoles et les directives qu'on a mis sur pied ici à notre hôpital. On a tout traduit en français. Donc, on commence par des questions fréquemment posées sur les directives de test PCR du SARS-CoV-2 pré-chirurgical. Comment puis-je compter le nombre de jours avant une procédure pour laquelle un test PCR doit être effectué? Le jour 1 correspond à la journée entière précédant la procédure, mais compter le nombre d'heures ni l'heure du test effectué. Par exemple, sans compter le nombre d'heures ni l'heure du test effectué. Par exemple, jour de la procédure serait jour 0, par exemple, mardi le 10 juillet. Un jour avant la procédure serait le 9, 2 jours seraient dimanche le 8 et ainsi de suite. Et c'est pour qu'on puisse être clair de ce dont on parle quand on dit qu'on a besoin d'avoir les résultats de tel ou tel test par tel et tel jour avant le jour de la procédure. Quels sont les tests d'antigènes? Les tests d'antigènes, par exemple, Quidel, Sophia 2, antigène AC, BD Veritor plus antigène AC, sont des tests au point de service qui détectent les protéines ou les antigènes du virus SARS-CoV-2. Malheureusement, ils peuvent être jusqu'à 20% moins sensibles que les tests PCR. Le département de la santé et de l'hygiène mentale de New York recommande que les résultats des tests d'antigènes soient confirmés par un test PCR. Ils sont distincts des tests PCR SARS-CoV-2. Nous n'accepterons pas ces tests d'antigènes pour les tests pré-chirurgicaux. Que dois-je faire si le patient a eu un test PCR SARS-CoV-2 positif dans le passé, mais n'est plus en isolement? Cela s'appliquera principalement aux patients hospitalisés subissant des procédures majeures. Les patients testés positifs pour le SARS-CoV-2 plus de 10 jours avant peuvent se détacher des précautions spéciales contre les gouttelettes et les contacts une fois qu'ils répondent aux critères d'arrêt des précautions. Le patient n'est plus contagieux
et peut procéder à la procédure sous précaution standard. Pourquoi le calendrier des tests est-il passé à pas plus de 5 jours? Le 14 juin, le ministère de la Santé a publié des directives mises à jour sur les tests de PCR SARS-CoV-2 avant les procédures. Cela comprend le fait de permettre le test PCR SARS-CoV-2 pas plus de 5 jours. Auparavant, c'était 3 jours. Maintenant, c'est 5 jours avant une procédure. Le test PCR SARS-CoV-2 doit être effectué de manière optimale 2 jours, mais pas plus de 5 jours avant la date prévue de la procédure, à moins que le patient ait un résultat de test PCR SARS-CoV-2 précédemment positif avec résolution des symptômes, comme décrit dans la figure qui suit. Et voilà la figure. On va revenir là-dessus. Voilà, afin d'être responsable pour le peu de temps que nous avons ensemble, je vais continuer. Je pense que le Dr Touré aura aussi une figure qu'il pourra partager avec nous. En quoi la procédure de test pour les procédures électives est-elle différente de toutes les autres procédures? Les directives mises à jour le 14 juin par le ministère de la Santé indiquent que tous les patients subissant des chirurgies et des procédures électives doivent être testés négatifs pour COVID-19 en utilisant le test PCR SARS-CoV-2 PCR. Si le test est positif, attendez 21 jours après le test et, si besoin, répétez le test dans la semaine. S'il est toujours positif, consultez l'équipe locale de prévention des infections pour formuler un plan de continuation. Les procédures électives telles que de nombreuses procédures cosmétiques nécessiteraient un test PCR SARS-CoV-2 négatif. Les procédures électives seront déterminées par des experts locaux chargés de l'exécution des procédures. Veuillez discuter avec votre direction du département pour plus de détails sur ce qui est considéré comme une procédure élective. Et on a dû faire face, surtout dans la neurochirurgie, où la question mais c'est quoi une procédure élective versus une procédure urgente et ainsi de suite. Je suis sûr qu'on va en parler davantage. Les procédures du cabinet médical doivent-elles être testées? Les procédures dans le bloc opératoire principal, les zones principales d'intervention, la radiologie interventionnelle par exemple, le labo cardiaque de cathétérisme, l'endoscopie, l'électrophysiologie, les procédures nécessitant au minimum la sédation modérée ont besoin de tests. Les procédures de bureau qui ne répondent pas à ces critères n'exigent pas un test PCR SARS-CoV-2. À noter, aux endroits tels que l'IRM pédiatrique et la clinique dentaire qui exécutent des procédures qui rentrent dans le cadre de la qualification sédation modérée au minimum, il faudrait un test PCR SARS-CoV-2. Encore à noter, les procédures veineuses sont testées par PCR SARS-CoV-2 pour le risque de thrombogénicité, y compris celles faites dans le cabinet médical. Si un patient a un test PCR SARS-CoV-2 positif, dois-je refaire le test? Si le patient a un test PCR SARS-CoV-2 positif dans les 90 jours avant la procédure pour un cas non électif, il n'est pas besoin, peut-être ça pourrait aller un peu plus vite, il n'est pas besoin de retester. Quand dois-je effectuer un test PCR SARS-CoV-2 pour un cas d'urgence? Dans de rares situations où un test PCR SARS-CoV-2 ne peut pas être effectué avant la procédure, comme dans une urgence, envoyez le test dès que vous pouvez le faire en toute sécurité. Cela peut être dans la salle d'opération, envisagez un test rapide, la zone de réveil ou une unité d'hospitalisation. Récupérez le patient dans l'unité de réveil en tant que PUI, c'est ce qu'on appelle les personnes ou patients sous investigation, PUI, Person or Patient Under Investigation. Si le patient est renvoyé chez lui après une urgence, par exemple rupture ectopique, et qu'un test n'a pas été exécuté, si asymptomatique, à ne pas tester. Si symptomatique, envoyé pour un test ou un traitement ambulatoire. Comment le test d'anticorps est-il pris en compte dans l'algorithme du test PCR SARS-CoV-2? À l'heure actuelle, les tests d'anticorps n'ont pas été intégrés à l'algorithme de PCR SARS-CoV-2 car,
différents tests d'anticorps ont des sensibilités et des spécificités variables. Nous apprenons encore lesquels sont ceux qui fonctionnent à un niveau de fiabilité conforme à nos normes. La question évolue rapidement et les connaissances dont nous disposons actuellement ne justifient pas son incorporation formelle dans le processus. Pour le moment, les responsables de la santé publique ne recommandent pas le dépistage systématique des anticorps dans le cadre de la préparation pré-procédurale. Si le patient subit un test d'anticorps par le laboratoire de l'hôpital Mount Sinai et a détecté des anticorps contre le SARS-CoV-2, il se pourrait que le patient soit immunisé contre une infection future. L'équipe chirurgicale devrait consulter le service local de prévention des infections pour déterminer si le patient peut subir la procédure avant la période d'attente obligatoire de 14 jours, même si le test PCR SARS-CoV-2 est encore positif. Et pour finir, que dois-je faire si j'ai un patient hospitalisé qui était négatif au SARS-CoV-2 PCR, mais qui a ensuite retesté avant une procédure et que le nouveau test est positif? Isolez le patient, prenez des précautions spéciales, gouttelettes, contacts et informez votre équipe locale de prévention des infections d'élaborer un plan collaboratif sur la meilleure façon de procéder. Alors, avant de passer la parole au docteur Touré, j'aimerais partager l'exemple du premier patient que j'ai opéré ce matin. On a eu une jeune fille atteinte d'une forme d'épilepsie qui avait comme étiologie une lésion du lobe temporal gauche, une lésion qui pourrait être une malformation vasculaire quelconque, qui semblait par les tests électroencéphalographiques qu'on avait fait être à la base de son épilepsie. Donc, elle a dû subir une opération pour enlever cette lésion. Mais son test COVID a été positif le 15 juillet, ou peut-être un peu avant. C'était dans une note du 15 juillet. Donc, peut-être entre le 10 et le 15 juillet, elle a eu un test positif, mais asymptomatique. Aucun problème au niveau du système respiratoire, aucun signe de l'infection. Mais on a dû reporter son cas 2 semaines plus tard. Heureusement qu'elle n'a pas souffert de crise convulsive pendant ce temps, mais on a jugé que son cas n'était pas urgent à proprement parler, qu'elle a dû subir cette opération, mais qu'il fallait attendre la période requise avant de la subir aujourd'hui. Alors maintenant, je vais passer la parole au docteur Ben Touré, qui va vous présenter des conseils pour la prise en charge des patients atteints de COVID-19, confirmés ou suspectés dans les zones d'intervention. Avec vidéo ou sans vidéo? Sans vidéo. Allô, bonjour à tout le monde et bonsoir à tout le monde peut-être. Moi, malheureusement, je veux demander excuse. Mon français n'est plus à la hauteur de Dr. Ernest Berthelemy, mais quand même, je veux vous parler un peu de ce que nous, on peut faire ici dans notre département d'anesthésiologie. Ici, à Mount Sinai, on était l'un des centres le plus touchés à New York. Alors, on a fait beaucoup des opérations pendant le crise COVID-19 et aussi parce qu'on ne faisait que les opérations urgentes, pas les opérations électives. On a divisé le staff d'anesthésiologie. Il y avait des gens qui travaillaient dans les sites de réanimation. Et aussi, il y a une partie qui faisait, c'est-à-dire ils faisaient des travaux qui ne sont pas liés à l'anesthésiologie ou bien même à une chirurgie, mais quand même, ils pouvaient aider les patients. Alors, moi, je veux parler un peu de notre expérience ici. Je sais que Ernest a bien traduit les slides. Je ne sais pas comment on dit slide en français, mais
je vais vous donner, par exemple, je vais présenter un patient et vous donner, c'est-à-dire une description comment on peut charger ce patient. Par exemple, peut-être en avril, il y avait un monsieur de l'âge de 62 ans qui avait des problèmes de diabète et l'hypertension aussi, et qui s'est présenté à Mount Sinai après avoir un accident cérébrovasculaire. Et avant de l'amener pour faire les tests radiologiques, on a fait les tests, d'autres tests, le PCR COVID, SARS-CoV-2, qui était positif pour ce monsieur. Et aussi, il avait des signes et des symptômes. Il avait la fièvre et il avait des problèmes respiratoires. Son oxymètre ne montrait que 80%, 82%, même avec l'oxygène un masque. Il n'avait pas le son, mais c'est-à-dire on donnait l'oxygène supplémentaire. Et avec ce monsieur, c'était très important qu'on ne contamine pas tout le monde qui veut l'aider aussi. Alors, tout le monde a été bien préparé avec ces protection individuelle protective, PPE. EPI, ils disent. EPI, ils disent en français. C'est ça, équipement de protection individuelle. Équipement de protection individuelle, oui. Oui, voilà, tu as apprécié. Okay. Alors, tout le monde avait ça, et avec les masques N95, et aussi, de plus, dans notre centre ici, on a pu inventer les autres moyens de nous protéger avec ce qu'on appelle intubation boxes. Malheureusement, je n'ai pas une photo, mais on a utilisé les intubation boxes aussi. Et aussi, il y avait les masques, comme les masques que le soudeur d'électrique utilise aussi pour protéger tout le monde, surtout quand on fait l'intubation trachéale. Et l'intubation trachéale de ce monsieur a été faite avec un laryngoscope vidéoscopique, parce qu'on voulait minimiser, c'est-à-dire la distance entre le patient et l'anesthésiste. Aussi, tout notre équipement, vous allez voir dans toutes les descriptions que Ernest a traduit, qu'on avait un autre médecin et un infirmière aussi qui nous aidait au dehors de la salle d'opération et nous donne tout ce qu'on pouvait avoir besoin, c'est-à-dire c'était bien préparé quand même et nous donne ce qu'on avait besoin d'occuper de ce monsieur. Mais je veux aussi dire qu'avec toutes ces protections, ici à Mount Sinai, on a eu 25% de notre staff qui a été infecté, malheureusement. Parce que même avec toutes ces infections, c'est difficile c'est pas complètement isoler les gens. Alors, ici, on a eu 25% des gens qui ont été infectés. Heureusement, on n'a pas perdu, on a perdu personne. Mais il y a des gens qui ont été très, très malades et ils s'étaient forcés de prendre leur, comment dirais-je, retraite parce qu'ils ne pouvaient plus venir au boulot. Ils avaient des problèmes respiratoires. Et aussi, il y avait la traumatologie aussi qui était associée. Bon, pour être un peu plus spécifique, de neuroanesthésia, ici, on ne faisait que les opérations qui étaient liées à COVID-19. C'est-à-dire, toutes les autres opérations, ils étaient rejetées ou prolongées pour un autre temps. Alors, le neurochirurgien vasculaire qui est là, il était très, très occupé parce que les gens faisaient des blood clots in the head. Et ils ont eu la thrombogenèse, des
à cause de la thrombogénicité qu'on a constatée avec le COVID, on a vu beaucoup plus de cas d'accidents cérébrovasculaires, justement. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, nos procéduralistes et neurochirurgiens vasculaires ont été super occupés, tandis que les autres, pas tellement. Oui. Et alors, on a changé un peu les modalités de travail. Avant, on faisait toutes ces opérations avec un peu de sédation modérée, mais à cause de, comment dirais-je, de insufflation and aerosolization, pour protéger, pour protéger tout le monde, on a obligé de faire toutes les opérations avec endotracheal anesthesia, general endotracheal anesthesia, pour minimiser l'aérosolisation. Lors d'une procédure générante en aérosol. Voilà. Et, mais ça aussi, c'est pas avec des risques parce que l'extubation aussi est très, très important d'isoler, comme ça, il n'y a pas de relisation. Et toutes les extubations étaient faites avec seulement un anesthésiste et le patient. Le chirurgien et tout le monde sortait au dehors pour minimiser les contaminations. Super. Quelle est la procédure? Il y a plusieurs questions déjà, donc allons voir si on peut commencer par... Oui, parce que j'ai l'impression qu'on a hâte de discuter un peu, de procéder au débat. Donc, comme j'ai dit, vous aurez une idée de tous ces protocoles et même les figures dont il est question. Donc, dernière diapo, adaptation au contexte haïtien, comment s'y prendre. On y va tout à l'heure. On peut répondre aux questions à la fin. Oui, je vais prendre compte des questions et vous les envoyer sur WhatsApp. Ah, parfait, d'accord. Eh bien, bon, on est presque là. Adaptation au contexte haïtien, parce qu'il y a pas mal. Bon, j'espère que de par ce que le docteur Touré a partagé avec vous, vous avez déjà une idée de l'évolution qu'il y a eu ici. On n'avait pas ces protocoles au début. Et au fur et à mesure qu'on a appris plus sur le virus et qu'on a vu l'évolution de ces cas, des malades et ainsi de suite, on a vu par exemple quel genre de procédure. Bon, au début, on n'était pas permis de faire des opérations chirurgicales, point final. Oui, aucune. C'était pire. Il y avait... C'était interdit. Ouais, voilà. Même nos centres de traumatologie ont dû fermer leurs portes au trauma parce qu'il y avait tellement de cas. L'un de nos premiers centres de traumatologie dans le Queens, Elmhurst, pendant un certain temps, en fin mars, début avril, ils ne pouvaient même pas accepter leurs cas traumatisés et chirurgicaux à cause du grand nombre de cas de COVID qu'il fallait recevoir à l'hôpital. Et maintenant, on comprend mieux la chose, on comprend mieux le virus, la maladie. Nos protocoles ont évolué et au fur et à mesure que nous avons aussi évolué dans nos connaissances et dans nos procédures. Alors, comment s'adapter ou comment est-ce que les centres hospitaliers haïtiens ou le système de santé haïtien peut apprendre de nos expériences, qu'est-ce qui serait utile, valable dans le contexte haïtien, de ce que nous avons partagé, de ce que vous aurez entre vos mains. Je pense qu'il y a plusieurs aspects à analyser. Il y a la question de la main-d'œuvre requise. Évidemment, on parle d'un contexte en soi-disant pays à revenus forts par rapport à un pays à revenus faibles. Quelle est la quantité de travailleurs de santé qu'on peut embaucher dans un tel système? Quel genre de formation est-ce que ces gens
au rang quand ils essaient de mettre en place tel ou tel protocole. Est-ce qu'on a et non pas seulement, je ne parle pas seulement je ne parle pas que des médecins et des infirmiers, infirmières et ainsi de suite, mais les techniciens, les administrateurs, administratrices, les ingénieurs, bon, il y a pas mal de postes, pas mal de rôles à jouer dans un tel système pour mettre ces protocoles en place. Donc là, et on fait face à cette question dans le contexte haïtien. Ressources financières, je ne vais même pas en parler, mais évidemment, c'est une grande question, un grand problème. Surtout étant donné l'histoire récente du budget, du faible budget national pour la santé en Haïti. Question d'infrastructure, question d'informatique, les logiciels, le matériel, les différences entre les hôpitaux et les systèmes, les centres hospitaliers en Haïti, le système, les hôpitaux privés par rapport aux hôpitaux publics, considération sur le plan national, le système de santé, budget, transport, formation et EPI. Je pense que vous connaissez peut-être le PPE. Là maintenant, vous allez voir, on va vous montrer sur vidéo et on peut commencer le débat. C'est afin de vous donner un exemple. Là maintenant, je porte un masque N95. Le docteur Touré porte un masque chirurgical. Aha. Les deux sont permis dans la salle d'opération quand il s'agit d'un patient confirmé négatif. Mais si le patient est confirmé positif et doit subir l'intervention dans les cas urgents, ou il s'agit d'un cas urgent, mais suspect non encore confirmé, positif ou négatif, il faut absolument porter un masque N95 et on nous oblige de couvrir le masque N95 avec un autre masque, un masque chirurgical dans la salle d'opération. Donc, tout cela demande des ressources. Et même ici, à cet hôpital, on fait face à des difficultés. Des difficultés parfois. Parfois, on a du mal à trouver le matériel dont on a besoin. Donc, voilà. Donc, c'est des vrais défis, des gros défis à surmonter dans le contexte haïtien. Mais je suis sûr que vous saurez mieux que moi comment on pourrait quand même apprendre quelque chose. Bon, les deux contextes, comment nous pourrions apprendre quelque chose l'un de l'autre. Mais j'espère qu'avec une copie de ces mesures et ces protocoles, que vous trouverez quand même quelque chose d'utile et on peut commencer avec nos questions. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'ai déjà présenté les messages clés, donc vous les avez, vous les aurez. Et alors, je pense qu'on peut commencer avec le débat. Je vous ai envoyé la question sur WhatsApp. Parfait. Sur WhatsApp, d'accord. Est-ce que vous préférez que je laisse la présentation ainsi et continue ou que j'enlève le partage? Vous voulez que je stop share? Laisse-moi voir. Beaucoup de questions. Stop sharing. OK, voilà. Stop sharing. OK, sur WhatsApp. On a des questions sur WhatsApp. Voilà. Question numéro 1 du docteur Frédéric Barrault déjà. Puisque le protocole considère un patient COVID positif comme non contagieux 10 jours après la disparition des symptômes, pourquoi faut-il une attente de 14 jours pour une procédure et pourquoi faut-il avoir un test négatif pour une procédure élective? OK, je peux prendre. Alors, merci, docteur Desjans, Frédéric.
malheureusement, les 10 jours qui avaient prévus au début en mars et en avril n'étaient pas suffisants. Nous, on a fait des patients ici après 14 jours qui étaient toujours infectieux. Alors, c'est après les épreuves et le guidance de World Health Organization, l'OMS, on a réajusté les règles ici pour 14 jours. Mais pour un cas qui est complètement électif et le patient n'a pas de symptômes, à ce moment, on continue, on fait les opérations sans attendre les 14 jours. Voilà. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est la question mais c'est quoi une procédure élective? Donc, c'est vrai qu'on parle comme s'il y a une distinction claire entre cas urgents et cas urgents et cas électifs. Mais je peux vous dire, particulièrement dans la neurochirurgie, il y a toute une gamme d'urgences quand on parle de nos cas. Et vous avez peut-être fait l'expérience d'avoir des cas qui sont plus urgents que les autres, des cas qui peuvent attendre un jour, des cas qui peuvent attendre une semaine, mais pas 2 ou 3, et des cas qui peuvent, par exemple, il y a des types de tumeurs qui vont s'aggraver, mais dans des patients stables qui peuvent attendre même 1 mois ou 2 mois pour leur procédure. Même si la tumeur présentera une opération plus difficile, quand on fait face à une pandémie, il faut quand même avoir une manière de décider quel cas est-ce qu'on priorise. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'on demande un test négatif pour les vrais cas électifs. Ce sont des cas qui peuvent vraiment attendre. Pourquoi courir le risque d'opérer ce cas qui pourrait être encore contagieux? Alors, question numéro 2. Voilà. Quelle est la procédure minimale que vous conseillez aux structures chirurgicales pour leur personnel en période de pandémie, en pensant qu'en Haïti, les urgences arrivent et il n'est pas évident de trouver le test à temps? PUI. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Le PUI. Donc, bon, même dans les protocoles que nous avons partagés, on a eu cette catégorie de personnes sous investigation, ou person under investigation, PUI. Donc, il y aura des cas qui sont vraiment des cas urgents, qui ne peuvent pas attendre, mais sans qu'on ait une confirmation de leur statut. Donc, on a mis des protocoles en place où, par exemple, ces cas doivent être opérés dans des salles d'opération qui sont précisées, consacrées à ça, qui ne vont que recevoir des cas qui sont soit confirmés COVID positifs ou qui pourraient être positifs et qu'on doit traiter comme s'ils avaient le virus. Donc, la procédure minimale, ça va changer de spécialité en spécialité. Donc, comme j'ai déjà parlé de la gamme d'urgence qu'on a, dans les procédures chirurgicales de chaque spécialité, il y aura une gamme de non seulement de diagnostic, mais aussi une gamme de traitements possibles. Donc, par exemple, dans les chirurgies de la colonne, il y aura beaucoup qu'on peut attendre avant de les faire. Mais dans des cas qui sont des vrais cas urgents, où on a par exemple une lésion médulaire aiguë dans un patient traumatisé qui ne peut plus marcher brusquement et qui a besoin de décompresser sa moelle épinière, il y a une gamme de possibilités de ce qu'on peut faire, mais la procédure minimale dans ce cas serait une décompression, une laminectomie de la région pour donner l'espace dont la moelle a besoin pour
maximiser sa possibilité de se remettre. Maintenant, ce patient peut aussi avoir à la fois des fractures de la colonne. On ne va pas forcément procéder à une chirurgie qui range ces fractures parce que si le patient reste dans son lit, il n'y a pas de problème jusqu'à ce que le patient ait besoin de se mettre debout. Donc là, on peut attendre et on peut balancer entre l'urgence du besoin du point de vue de trauma et les risques d'infection. Eunice Desrouailles-Mérizier, comment adapter ces protocoles à la réalité haïtienne vu que ce n'est pas évident de pratiquer tous ces tests? Bon. C'est difficile. Non, c'est... Oui, docteur Mérizier, je comprends, c'est difficile. C'est très, très difficile parce que les ressources sont limitées. Un pays en voie de développement, alors c'est très, très difficile à réaliser tous ces protocoles. Mais quand même, on peut faire le minimum aussi. Le pays est difficile à trouver, mais quand même, il y a les masques et le N95 et aussi de minimiser le nombre de personnes qui font contact avec ces patients, si c'est possible. Non, mais quand même, je comprends que c'est très, très difficile économiquement et aussi un problème de ressources. Même ici, on a eu des problèmes à Mount Sinai ici. On ne pouvait pas travailler peut-être il y a 2-3 semaines avant de finalement, c'est-à-dire avoir les fonds pour travailler un peu plus moins dangereux. Oui, je rejoins tout à fait la réponse du Dr Touré. Évidemment, il y a une différence en termes de ressources. Il n'est pas plus prudent de considérer tout le monde... attends, laisse-moi continuer avec la question numéro 3. Oui, adapter ces protocoles à la réalité haïtienne, vu que ce n'est pas évident de pratiquer tous ces tests. On fait ce qu'on peut. Moi, je suggérerais que les premiers protocoles, jusqu'à ce qu'on ait accès à tous les tests dont on a besoin pour mettre ces mesures en place comme il faut, je suggérerais aux hôpitaux haïtiens de mettre en place des protocoles qui considèrent que tout le monde est positif. Je pense qu'en considérant que tout le monde est positif, de là maintenant, on peut prendre des mesures qui, premièrement, protègent le staff, deuxièmement, se concentrent sur la gravité des cas. Donc, automatiquement, le patient entre dans l'hôpital et on considère que le patient est positif jusqu'à ce qu'on puisse prouver que le patient est négatif. Et peut-être ce serait une manière de faire face aux contraintes qu'on a en termes de tests. Si on considère que tout le monde est positif, il n'est peut-être plus besoin de tester pour confirmer la positivité de la personne. Il serait plutôt question de confirmer la négativité de la personne après un certain moment. Donc c'est une possibilité que je regarderai dans ce cas. J'espère que ça aide à répondre un peu à cette situation. C'est toujours difficile. Bon, ce sera encore difficile. Est-ce qu'en période de pandémie, COVID ou autre en Haïti, il n'est pas plus prudent de considérer tout le monde comme étant positif? C'est exactement ce que je viens de dire. Cela peut protéger le patient, les autres patients et le personnel. C'est une question que le Dr Poitvin nous a posée. Dr Poitvin, au début de la pandémie, c'est ce qu'on disait, au fait. Les premiers protocoles, les premières mesures qu'on avait mises en place ici à notre hôpital disaient qu'il faut se comporter et agir comme si tout le monde était positif. Et jusqu'à présent, même, je pense que peut-être le fait que les tendances ont tellement changé et on voit très peu de cas, c'est peut-être la raison pour laquelle on s'est détendu un peu.
et c'est peut-être un risque en cours de ne pas être prêt à faire face à un autre pic. Mais justement, c'était la manière à procéder quand la pandémie a commencé ici. Donc, je suis tout à fait d'accord. Dans une structure hospitalière privée en Haïti, un équipement de protection COVID coûte $40 US aux patients pour la visite du médecin. C'est énorme. Quelle réflexion pour Haïti? Oh. Bon, c'est trop, là, ici. Vraiment. Numéro 5. C'est un grand problème économique. Quelle réflexion pour Haïti? Bon, il y a un legs colonial qui est à la base de tout ça. Donc, je dirais que la justice sociale exige qu'il y ait une solution. Et je ne sais pas ce que cela pourrait être, mais je reste convaincu qu'il doit y avoir un, et jusqu'à ce qu'on ait une solution à l'échelle nationale, il faut innover, il faut trouver une autre manière de faire les choses jusqu'à ce que, même ici, comme j'ai dit, même ici, même avec l'argent qu'il y a et le grand gaspillage de ressources économiques qu'il y a ici, il y a beaucoup de gaspillage. Oui. Okay, je dois le dire, et c'est vraiment triste. Dans un pays si riche, le système de santé devrait marcher mieux, nettement mieux qu'il ne marche. Et l'un des problèmes est on n'économise pas du tout dans le système. Je pense qu'il y a des manières non seulement d'économiser, mais je sais qu'il y a des cerveaux aussi en Haïti, non seulement des médecins, des ingénieurs et autres. Je pense qu'on peut entreprendre la création de EPI, par exemple, en Haïti, qui répondent aux besoins internationaux et de baisser ce prix, peut-être avec des partenaires qui financeraient une telle entreprise. Donc là, c'est une idée parmi tant d'autres. Docteur Desjean, je pense ne pas avoir eu de réponse pour la deuxième partie de la question. Pourquoi faut-il avoir un test négatif pour une procédure élective? La période de 14 jours ne suffit-elle pas? Et dans l'exemple, une exploration endoscopique. Docteur Desjean, je m'excuse de ne pas avoir répondre à cette deuxième partie, mais 14 jours n'est pas suffisant. Pourquoi pas? Parce que il y a des gens qui ont le COVID-19 qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont pas de fièvre, qui n'ont pas un problème respiratoire. Ils se sentent 100% comme s'il n'y avait pas de problème. Mais ces mêmes patients peuvent infecter les autres gens, les travailleurs à l'hôpital, les docteurs, les infirmières. Et à cause de ça, même les 14 jours ne suffisent pas. Par exemple, l'exploration endoscopique, c'est une procédure là où on fait beaucoup d'érolysation des gouttelettes partout dans la salle d'endoscopie. Alors, pour être prudent, on exige qu'on fait les COVID tests avant de faire ces procédures qui sont purement électives et aussi peuvent être dangereux pour les autres gens qui travaillent. It's a mandatory test before doing any elective procedure because the infectivity is so high and the incidence is so high. Oui, c'est un test obligatoire. C'est un test totalement obligatoire pour cette procédure-là. Je pense que, un aspect de la réponse, soulignant ce que le docteur Touré vient de dire, est que ces protocoles et ces mesures ont été mis sur pied suivant l'expérience qu'on fait partout dans le monde. Mais c'est encore une maladie peu connue. On a fait l'expérience de quelques mois, mais on fait face encore à des
des négatifs et des positifs qui sont faux. Donc, la sensibilité et la spécificité de ces tests n'est pas parfaite. Et il y a certaines procédures, non seulement comme l'exploration endoscopique. Bon, parlons de l'endoscopie chez l'ORL ou bien le neurochirurgien qui opère à travers le nez. Donc là, on a une situation où, positif ou négatif, l'opération va se faire par une voie qui risque de créer beaucoup plus d'aérosols que les autres. Et si par hasard, le patient ne montre pas une réponse immunogénique suffisante pour éliminer le virus dans 2 semaines ou même 3 semaines, et j'ai vu des cas qui restent positifs après 2 semaines, 3 semaines, et n'ont pas un taux d'anticorps suffisamment élevé pour raisonner une protection complète du staph. Donc, je pense que ces cas font l'exception qui nous pousse à adhérer à ce genre de protocole. J'espère que cela répond à la deuxième partie de votre question, Dr. Desjardins. Dr. Serette Jérémy Delaunay, parmi les 25% du staff qui ont été contaminés, quelle catégorie de personnel était la plus atteinte? La catégorie, c'était la plupart d'eux, c'est des urgentistes? Non, c'est des résidents, malheureusement. Hein? C'est des résidents, ils étaient jeunes, mais ils travaillent beaucoup, ils font des intubations partout dans les hôpitaux. Et moi, je pense que plus de 80%, c'était des résidents. Et c'est pourquoi on n'a pas eu beaucoup de mortalité, parce que c'est des gens robustes. C'était des gens robustes, voilà. Plus jeunes. Mais beaucoup de résidents en médecine d'urgence, surtout. Surtout, oui. Mais aussi les autres, ils ont mobilisé tout le monde. Ils ont mobilisé tout le monde à travailler dans la salle d'urgence, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc, voilà. Docteur Poitevin, donc en fait, il faut que les structures chirurgicales prévoient des espaces en considérant que tous les patients sont positifs. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'une des possibles solutions en Haïti. Bon, partout, il faut, partout, ici aussi. Au fait, là, actuellement, on est en train de faire face à un problème parce que justement, normalement, on fait nos interventions neurochirurgicales dans un endroit particulier, un peu séparé des autres salles chirurgicales. Et brusquement, on a eu une urgence sans le temps de confirmer le statut du patient, mais on a eu besoin de la salle. Donc, vite, on a pris une salle neurochirurgicale pour faire le cas. Et cela a causé un petit drame parce que non seulement maintenant, il était question du statut de patient et de la possibilité d'exposer tout le staff de la neurochirurgie à ce patient, mais maintenant, il fallait revoir les protocoles et se demander si on devait choisir l'une de nos salles comme une salle consacrée à ça et continuer à traiter cette salle comme une salle pour les PUI et ainsi de suite. Donc, tout à fait, on y fait face partout. Patrick René, mieux vaut pécher par excès que de pécher par négligence. C'est vrai, Tout à fait, oui, merci. OK. D'autres questions? Avec plaisir. Merci. Oui, merci. C'est tout pour le moment. Bon, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voulaient poser des questions. En attendant d'autres questions, maintenant, je viens de penser à une autre dont on avait parlé avec les organisateurs. On avait parlé des salles à pression négative. Là, c'est une autre affaire. Donc, ça rentre dans la question d'unité
de soins critiques, donc aux soins intensifs. Donc, dans la neurochirurgie et dans la traumatologie et d'autres spécialités, il faut absolument avoir une unité de soins intensifs. Mais maintenant, avec le COVID, on a eu pas mal de patients qui ont eu besoin d'être intubés et soignés dans une unité de soins intensifs. Et on avait déjà certaines salles, avant la pandémie, on avait déjà certaines salles qui avaient la possibilité d'activer une pression négative. Pourquoi? Pour gérer nos cas de tuberculose. On a fait plusieurs expériences avec la tuberculose. On avait certains protocoles déjà en place pour traiter ces patients et protéger le staff d'être infectés par la tuberculose. Mais maintenant, avec la COVID, on a eu besoin des mêmes protocoles. En fait, on a constaté que beaucoup de protocoles qu'on avait déjà eus pour la tuberculose marchaient très bien pour la COVID, mais on ne les avait que pour une salle ici, une salle par là. Maintenant, il fallait le faire pour toutes les salles. Il fallait complètement convertir toutes nos unités de soins intensifs en unités COVID. Et donc, il fallait travailler avec des ingénieurs et des techniciens et complètement refaire enfin toutes les salles des unités des soins intensifs en salles à pression négative. Maintenant, je ne sais pas s'il reste encore ainsi. Mais... Oui, les chambres restent toujours, mais il y a un autre problème avec ça parce que après peut-être un mois de juin, on a constaté que c'était possible de disséminer l'infection quand on fait des tuyaux spéciaux avec the aerosolization that we're doing outside. Donc, en dehors de l'hôpital. Oui, parce que c'est vrai. Afin de pouvoir créer cette pression négative pour autant de salles, justement, maintenant, on a ramené le virus en dehors de l'hôpital avec tous ces aérosols et on a augmenté l'infectivité de l'ambiance partout. Oui, partout. Et un problème légal aussi. Les avocats sont venus dire faut arrêter, sinon ça peut. Tout à fait. Voilà. Donc pas facile. Donc, ça fait partie aussi des préparations, mais il y a pas mal de problèmes à solutionner en essayant de remanier ces salles pour bien soigner ces patients. Laissez-moi voir. OK, il y a aussi des résidents et médecins anesthésistes contaminés. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Plusieurs. Oui. Vous avez mentionné des cas de positivité persistante après 4 semaines d'absence de symptômes. Comment évaluer le degré d'infectivité de ce patient? Pour le moment, d'après ce que je comprends, c'est le taux d'anticorps. C'est le taux d'anticorps qu'a cette personne. On a mis à 80. Je ne me rappelle plus le taux exact d'anticorps contre le virus, mais nos immunologistes ont constaté qu'un certain taux d'anticorps réduisait l'infectivité de la personne à un niveau acceptable, à un niveau raisonnable. Donc, c'est ainsi que le test d'anticorps a été utilisé, non pas pour diagnostiquer le patient, mais pour déterminer l'infectivité de la personne et l'immunité possible que cette personne pourrait avoir contre le virus. On ne peut pas encore dire que tel ou tel taux protège la personne à 100%, mais d'après ce qu'on sait à la médecine, on s'attend à ce que cette personne soit protégée contre une infection future avec un certain taux d'anticorps. Si on considère que... OK. Si on considère que tout le monde est positif, le personnel de santé y est inclus. Oui.
Oui. D'ailleurs, on a eu des infirmières ici qui ont voyagé sur Japon et revenus avec le virus corona et infecté les autres travailleurs ici à l'hôpital. Tout à fait. Malheureusement, ça peut se faire, alors tout le monde est inclus. Oui, et ça, ce genre d'histoire continue à se produire. Okay, il y a d'autres questions sur WhatsApp. Docteur Desjans, vous avez mentionné des cas de positivité. On a déjà répondu à cette question. Si on considère que tout le monde est positif, le personnel, oui. Déjà répondu. OK, très bien. Très bien. Oui, bon, en attendant d'autres questions, il est 6h11. Il y a des groupes parmi nous, par exemple, parmi certains résidents, où pratiquement tout le monde a eu le virus. Tout le monde y a survécu. Et tout le monde a eu des tests d'anticorps. Maintenant, on teste automatiquement. Bon, on offre au staff des tests d'anticorps réguliers. Donc là, c'est un aspect dont on n'avait pas vraiment parlé. Je pense qu'il est très important, d'autant plus qu'on est dans une situation où on ne peut pas fournir des tests pour tout le monde. Eh bien, il faudrait commencer par le staff, par les travailleurs de santé. Il faut commencer par la protection des travailleurs de santé, de les soigner, de les protéger et de confirmer s'ils ont un certain taux d'anticorps possible. Et ça nous permet aussi de voir comment on peut remanier notre travail. Donc là, c'est un autre aspect important. Comment se protéger, par exemple, entre membres d'une équipe chirurgicale? Je trouve cette question très intéressante. Pourquoi? Parce que déjà, il se pourrait que nous ayons eu cette conférence-là auparavant sur un autre sujet et que nous deux nous présenterions de la même manière. Parce que nous avons déjà l'habitude de porter des masques et nous avons déjà l'habitude de nous protéger contre certains risques d'infection. Ça fait partie de la culture chirurgicale. Donc, je trouve que c'est vrai, on a dû mettre en place certaines choses nouvelles, on a dû s'y adapter, mais je trouve aussi que cette culture de stérilité, cette culture de se laver les mains constamment, régulièrement, de se protéger, de réduire le risque d'infectivité était déjà présent. Il fallait juste s'adapter un peu à la pandémie. Donc, minimiser les contacts. Voilà, minimiser les contacts, se dire que si on va se reposer dans une salle de détente, que tout le monde va obligatoirement porter un masque, par exemple. Tout le monde va obligatoirement, si on n'a pas de masque, et il y a des différences entre les fonctions des masques, n'est-ce pas? Le N95 protège non seulement l'autre, mais vous protège aussi d'attraper l'infection, tandis que le masque chirurgical protège l'autre d'attraper l'infection, mais ne vous protège pas forcément d'attraper l'infection. Donc, chaque masque a sa fonction. Je suis sûr que vous en savez déjà quelque chose. Donc, il faut utiliser les masques de manière responsable et se dire quel genre de risque est-ce qu'on a. Est-ce qu'on va travailler ensemble dans une équipe, dans un endroit où on n'aura pas la possibilité d'exercer la distanciation sociale? Dans ce cas, les masques sont absolument exigés et obligatoires. Et il faut penser au genre de masque. Mais si nous deux portons des masques chirurgicaux, non même N95, nous deux portons des masques chirurgicaux comme il faut, bon, on a déjà pratiqué les mesures de base. Et c'est ce que nous faisions déjà comme travailleurs chirurgicaux. Qu'en pensez-vous de la prise en charge par la caisson hyperbare? Is that hyperbaric chamber? Go ahead. Oui. Economically. C'est très cher.
c'est extrêmement excessivement cher et c'est pas tous les hôpitaux, même ici, qui y ont accès. Et même avant la COVID, j'ai eu des cas. J'ai consulté dans certains cas d'intoxication de monoxyde de carbone où on cherchait justement ce traitement afin de mieux oxygéner la circulation de la personne, et il fallait transférer le patient à un autre centre. Il y a seulement Montefiore qui a ça à New York City. Montefiore? Yeah, it's the only one. Okay, there isn't Northwell in Long Island? Well, I mean, New York City. Vous avez déjà une idée. Donc, on est là à New York, ville de ressources et de gaspillage, et on a quand même du mal à trouver des centres avec accès aux caissons hyperbares. Oui, c'est pas avantageux d'utiliser les ressources pour un appareil comme ça parce que c'est trop cher. Tout à fait. Avec plaisir, docteur Derivoin. Laissez-moi voir si on a d'autres questions, peut-être sur WhatsApp. OK, on y a déjà répondu. Et là aussi, on y a répondu. Comment se peut-il? Oui. OK, quelque chose? On est là, 6h17. Quelque chose d'autre? The hyperbaric chamber actually hasn't been proven to be medically necessary. Oh, you can say it better. For le docteur patients with COVID, ARDS like symptoms, it hasn't helped them at all, so we didn't proceed. The same thing. Okay. Vous avez parlé d'une vidéo, on peut la voir. Docteur, quelle vidéo? Merci. Une vidéo. Docteur Derivois Mérizia, moi, si je ne me trompe pas, j'ai demandé au début, j'ai demandé au docteur Touré s'il voulait se mettre en vidéo quand il présentait. Mais je ne pense pas avoir parlé d'une vidéo. Il n'y avait pas de vidéo. Il n'y avait pas de vidéo quelconque. But we can send YouTube one. It's on YouTube. Oh, of the protocols? Yeah. OK. Alors, le docteur Touré me dit il y a justement des vidéos. Laissez-moi voir. Il y a des vidéos qu'on avait fait. Intubation. En français. Oui. OK. Mais pas pour mon cinéma. OK. Pour la France. Le docteur Touré dit que certains centres en France ont mis des vidéos de protocoles, surtout en ce qui concerne les intubations, les extubations, sur YouTube. Donc, c'est chez les patients atteints de COVID, de la COVID. Donc, ce sont des vidéos joignables sur YouTube. Oui, avec plaisir. Merci. Oui, merci. Merci à vous. Et je vais vérifier sur WhatsApp. C'est tout. Je ne pense pas avoir dit que le docteur Touré disait de la caisson hyperbare que c'est même pas prouvé en tant que traitement contre la COVID. Donc, on ne sait pas si ça... Par contre, en parlant de traitement pour ARDS, je ne sais pas dire ARDS. C'est syndrome respiratoire. Syndrome de détresse respiratoire aiguë. ARDS, acute respiratory distress syndrome. Is it acute respiratory? It's not for adults. Adult. Syndrome de respiratoire. Syndrome de détresse respiratoire aiguë. S'il y a un pulmonologue peut-être qui peut nous en parler un peu. Mais un syndrome chez les patients gravement touchés par la COVID, ils sont intubés et qui n'arrivent pas à se faire oxygéner suffisamment pour survivre normalement. C'est ça, SDRA.
Syndrome de détresse respiratoire aiguë, justement, c'est ça, SDRA. Et où on a fait des traitements tels que le proning, le virement des corps des patients, où on met le patient sur leur ventre et on laisse le patient sur son ventre pendant 16 heures de temps, plus ou moins, jusqu'à parfois 24 heures de temps. Intubé, voilà. Et on a commencé à voir certains cas qui bénéficiaient de ce traitement-là, qui permettait à mieux oxygéner les poumons. Mais oui, d'après Barbara Mathurin, oui, en France, la question est en essai pour la COVID. Très bien. On devrait donc avoir un dépistage de surveillance régulier pour les médecins à risque professionnel, les anesthésiologistes haïtiens, la SHAR a sorti un protocole qui sera sur InfoShare. Excellent. Excellent. Eh bien, on vous attend. Docteur Brunel Delmé. Je reviens sur la question du docteur Desjans. Il me semble qu'un taux élevé d'anticorps peut protéger la personne qui le porte, mais ne diminue pas forcément son degré d'infectivité pour son entourage. Non, ça dépend s'ils font l'anticorps G, clinique anti-IgG, then they protect those who are infected. I'm not say that. As opposed to a different kind of. As opposed to IgM, which is related. But they're talking about not just protection, they're talking about infectivity. Yeah, infectivity. So if you IgG, you shouldn't be infecting anyone anymore. Oui, d'après ce que dit le docteur Touré, ça dépend du type d'anticorps qui est produit. Donc, un taux élevé d'anticorps pourrait protéger la personne et ne pas forcément diminuer son degré d'infectivité. Je suis tout à fait d'accord pour son entourage. Si cette personne ne produit pas le type d'anticorps qui réduit l'infectivité, l'IgG, les anticorps G. Si on produit les anticorps M, c'est ça, n'est-ce pas? IgM, le IgM. Et je ne sais pas s'il y a des immunologistes qui peuvent en parler un peu. Mais il y a le type d'anticorps, la réponse aiguë, qui peut protéger la personne, pas forcément protéger son entourage. Mais il y a aussi des anticorps qui sont produits à long terme, qui devraient diminuer l'infectivité de la personne. OK. Pour l'instant, je ne pense pas avoir manqué de questions. OK. Thank you. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ça a été un plaisir, Ernest, de te rencontrer cet après-midi et de te dire un grand merci, ainsi qu'à ton collègue, le docteur Ben Touré, qui a voulu venir avec toi pour nous parler de ce sujet, qui est un sujet, je pense, qui a fait frémir plus d'un en Haïti. Est-ce que nous étions prêts, surtout en particulier au niveau des services chirurgicaux, justement, pas seulement protéger, OK, on connaît le patient positif ou pas, mais il fallait protéger les autres patients, il fallait protéger les structures, il fallait protéger le personnel. Et on sent qu'on rentre dans une autre ère maintenant. D'accord? Donc, on vous remercie parce que c'est un sujet quand même d'actualité, que je pense que nous allons continuer à intervenir là-dessus. OK? Et je pense que toi et ton ami, je sais que vous serez présents à côté de nous, comme tu l'as déjà été.
Tu as parlé de la recherche, on a parlé de beaucoup de choses que tu as faites en Haïti, mais moi, je veux parler d'une chose que je veux mettre devant tout le monde, le peer-to-peer, qui était une expérience extraordinaire. Le docteur Barthélemy a fait venir sur une période de 3-4 ans. On a reçu à peu près combien aux États-Unis? Même pas des Américains du Canada, on a reçu peut-être 50, d'accord, étudiants haïtiens. Donc, c'était un programme de peer-to-peer où ils venaient enseigner ce qu'ils savaient aux étudiants haïtiens et les étudiants haïtiens aussi, par rapport notamment aux maladies infectieuses et tout ça, faisaient part de leur expérience sur le terrain de ça. Et je pense que l'article n'a jamais paru, hein, n'est-ce pas? Donc, il faudrait qu'on l'écrive. Okay. C'est la période de repenser qu'il faudrait recommencer. D'accord? Tout à fait, docteur Poitbien. Et ce serait avec plaisir que je reprendrai. Et je devrais aussi reprendre contact avec le docteur Christian Payan, qui est maintenant orthopédiste ou résident en orthopédie à l'Université de New York, NYU, qui s'intéresse, j'en suis sûr, à ce projet. Et je pense aussi que de la même façon, tu as mis sur la table quelque chose, je pense, qui est extraordinaire aussi, concernant le souci qu'on a justement du coût du matériel et la possibilité de faire intervenir des ingénieurs, ok? Tout à fait. Et des ingénieurs pour pouvoir réfléchir, ok, à des solutions locales qui répondent aux standards internationaux et qui soient moins chères pour un souci effectivement de justice sociale. Absolument. Je pense que c'est d'autant plus important, et je vous remercie encore une fois les deux, c'est d'autant plus important parce que, comme je pense qu'on l'a déjà dit d'une fois précédente, les scientifiques, ceux qui s'intéressent à l'environnement, nous disent qu'on doit s'attendre tous les 5 ans à avoir des pandémies de la sorte, vu les problèmes environnementaux. Donc, je pense que le Covid, on ne doit pas arrêter les discussions, on doit continuer à poursuivre les réflexions, chercher les solutions pour se parer pour les prochains. Donc, je pense que là aussi, il y a du travail à faire et et je suis sûre que tu seras des nôtres. Et comme tu as invité tellement de gens à participer de toute race, de toute nationalité, je pense qu'avec le docteur Touré et d'autres, avec peut-être des ingénieurs, peut-être qu'on trouvera des jeunes ingénieurs haïtiens de la diaspora et ici aussi, on les mettra ensemble. Tout à fait, tout à fait. Pour la mise en place et pour pour se préparer pour les prochaines fois. C'est sûr. Tu vois? Donc, on a un avenir à construire. Je pense. Et donc, je te remercie doublement d'avoir, ça ne m'aurait pas étonné d'avoir répondu présent à tout ça et et nous enseigner et nous dire votre expérience par rapport à ce qui s'est passé à Mount Sinai. Je pense que c'est une expérience très enrichissante, même si nous n'avons pas les mêmes moyens, mais c'est vrai que nous pouvons faire des déductions logiques par rapport à ce que nous avons dû faire aussi. Parce que je pense qu'on a fait face. On fait face. Okay? Donc, c'est question de coordonner ce que nous faisons. Okay? Et de voir comment on peut aller plus loin avec les moyens que nous avons. Tu vois? Donc, ça me fait énormément plaisir. Je dois aussi remercier, tu vas permettre que je remercie Jérémy aussi, qui était là encore ce soir pour l'aspect technique, qui nous a permis d'avoir déjà ces 1h30 de présentation sans souci, où je pense que tout le monde a vu et tout le monde a entendu. Je remercie également tous ceux qui sont venus et pour encore une fois être avec nous. Je pense qu'il y a d'autres questions encore. Donc, je pense qu'on pourra rester un petit moment après, peut-être les remerciements. Je pense qu'il y a 3 questions encore et je peux permettre d'y répondre. Et donc, je remercie Jérémy, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour être avec nous cet après-midi, pour participer aux questions et qui posent encore des questions et qui montrent l'intérêt que vous portez à ces réflexions-là pour Haïti. Et je dois annoncer déjà, comme je vais vous passer la parole à nouveau pour les questions restantes, je dois annoncer pour le mercredi 12 août, parce que maintenant, on n'a plus d'intervention hebdomadaire,
on intervient toutes les 2 semaines parce que, comme tu l'as si bien dit, de la même façon aussi que ça se calme et à New York, ça se calme aussi chez nous. OK? Donc, on a décidé d'espacer un petit peu les périodes de réunion. Nous allons intervenir sous d'autres supports que les conférences. Donc, notre prochaine conférence, ce sera pour le mercredi 12 août. Et on va avoir le docteur Aludor qui va nous parler de recherche. Donc, ceux qui ont l'habitude de recevoir les mails listes, ils auront exactement le titre de la conférence. Et je rebondis encore, comme tu as parlé de recherche tout à l'heure, je rebondis encore sur le fait que ce qui va être important pour nous les prochaines années, c'est d'apprendre à consigner correctement ce qui se passe, ce que nous faisons, parce que nous faisons de bonnes choses, ce que nous faisons, pour avoir aussi une expérience nationale décrite dans les règles de l'art. Tout à fait. D'accord? Donc, ça veut dire que nous avons eu des patients, nous les avons consignés, nous les avons fait. Donc, on va rebondir aussi sur la recherche parce qu'on pense que c'est ce qui peut nous permettre, justement, aussi en Haïti, de faire un état des lieux le plus exhaustif que possible, de continuer et d'essayer aux jeunes aussi ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes chez eux. Parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on ne fait mieux que là-bas. OK? Alors que on a une expérience, on a une histoire, on a un vécu qui est quand même un vécu de qualité que nous pouvons utiliser pour nous, pour nos jeunes, mais aussi pour l'international. En faisant des choses qui répondent aux critères internationaux. D'accord? Donc, c'est pourquoi la semaine prochaine, on va parler de recherche. Donc, tous ceux qui sont intéressés pourront se connecter. Encore une fois, on va t'inviter aussi. OK? Excellent. Donc, on va inviter aussi le docteur Touré. Donc, si vous avez un petit peu le temps d'être avec nous et de faire démarrer, dans le cadre du COVID, la notion de systématisation du recueil des données. Merci, tout à fait, docteur. Merci. OK? Donc, on vous invitera. Donc, encore une fois, merci. Et puis, je te laisse répondre quand même aux 3 questions, mais ça a été un plaisir. Tu le sais et je suis heureuse de te revoir. Merci, un plaisir Merci. partagé. Merci beaucoup, docteur Poitvin. Alors, oui, pour les questions restantes, docteur, déjà encore avec les IgM, on a la preuve de contact avec le virus, avec les IgG, on sait que l'organisme a réagi. Mais pourquoi l'immunité ne dure-t-elle pas à ce qu'on craint? Bon, 2 choses, docteur, déjà. Là, il faut admettre qu'on est dans la santé publique là, et pas forcément dans l'immunologie ni dans la virologie. Je ne suis pas virologue. Mais et peut-être la prochaine fois, quand on parle de recherche, on pourra mieux toucher cette question. Mais il y a quand même tant de choses qu'on ne sait pas encore à 100% sur ce virus, sur la réaction de l'organisme au virus, sur comment ce virus, par exemple, peut se muter et changer et comment cela peut influencer l'infectivité. Donc, quand on met en place des protocoles, des mesures de la santé publique, c'est avec les risques qu'on court que ce que nous faisons, ce que nous disons, n'est peut-être pas la meilleure chose, mais on ne sait pas encore, donc on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on sait et tout ce qu'on a appris, en même temps qu'on est en train de continuer à faire des recherches. Par exemple, on a plein d'investigateurs, plein de chercheurs ici à Mont-Sinaï qui continuent à pousser leurs recherches sur le virus et sur la réaction de l'organisme au virus. Donc, c'est des mesures peut-être d'un côté conservatives, mais de l'autre côté, qu'on met en place sans savoir à 100% tout ce qu'on aurait besoin de savoir pour bien construire des mesures qui protègent tout le monde à 100%. C'est ce que je peux dire à ce sujet. J'espère que ça vous donne une petite réponse ou une petite continuation de réponse à votre question. La COVID-19 devrait nous porter à repenser notre système de santé. Il faut surtout une politique de santé basée surtout sur l'accessibilité aux soins. On ne peut pas bâtir un système de santé essentiellement pour prévoir les pandémies, merci, mais une politique de santé est basée essentiellement sur la justice sociale. Tout à fait, yes. Tout à fait, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé, moi, le docteur Dérivoire Mérizier y participe et d'autres médecins, surtout des chirurgiens
et anesthésistes haïtiens, nous avons créé le groupe de recherche sur l'accès universel aux soins chirurgicaux en Haïti. Et c'est un groupe de, bon, non seulement réflexion, mais de plaidoirie pour ce changement dont vous parlez. Donc, merci beaucoup pour le commentaire et je vous rejoins, je suis d'accord. Et merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Docteur Desjans. Merci. Félicitations et remerciements aux collègues Barthélémy et Bentouré. J'ai beaucoup appris. Merci, docteur. Et merci à vous. Merci de nous avoir suivis et invités. Laissez-moi voir s'il y a peut-être d'autres questions. Non, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Je ne vois rien d'autre. 6h36. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres choses à dire, encore une fois, ça me fait énormément plaisir d'avoir pu partager ce moment avec vous, de revoir le docteur Poitvien, d'accepter l'invitation du docteur Dérivoire-Merisier et vous autres, les organisateurs, de m'avoir permis d'inviter mon collègue, le docteur Touré, à partager un petit moment. Merci. Haïtien avec nous. Oui. D'accord. Et comme j'ai dit, vous aurez ces protocoles que nous allons partager avec vous tous. Au fait, le docteur Dérivoire-Merisier les a déjà entre ses mains. Et nous restons à vos côtés, nous restons engagés et à votre disposition pour tout ce que vous pourriez vouloir faire de ce genre à venir et tout autre projet. Et le docteur Dérivoire-Merisier sait que moi, personnellement, je compte consacrer à moi la moitié de ma carrière à exercer la neurochirurgie en Haïti. Donc, c'est une passion de toute une vie que je continue avec cette conférence-là. D'accord? Donc, eh bien, je ne sais pas si... Non, c'était un plaisir. Je voulais dire merci aussi à tout le monde. Comme Ernest vient de dire, je suis guinéen, mais aussi je suis haïtien et on est tous ensemble. Merci bien et c'était plaisir. Merci, Yann. Excellent. Merci, mon frère. Merci. À la prochaine. Merci. Bye bye. Au revoir tout le monde. Bye bye. Merci. That's good.